matin sur France 3 Bretagne. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Ensemble c'est mieux. Depuis bientôt 1 an, les rencontres amoureuses ne sont plus ce qu'elles étaient. Les lieux propices à de nouvelles idylles se font rares. Plus de bars ni restos. Entre confinement, grisaille et couvre-feu, comment trouver l'amour en 2021 ? On en parle dans quelques instants avec mes invités. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin ? Salut Anne Fanté, bonjour à vous à la maison. Ce matin, je vous emmène dans les coulisses de la construction des bâtiments que l'on voit pousser dans nos villes, le long de nos routes de campagne. Je suis à Bourg-Barré, en Ille-et-Vilaine, dans l'atelier de préfabrication du groupe Legendre, un secteur qui recrute énormément. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques minutes. Mais la visite va commencer avec vous, Johan. Bonjour. Bonjour Evan. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites ici ? Bien sûr, tout d'abord, on vous remercie d'être venu à nous aujourd'hui. Merci pour ce casque. Ici, nous fabriquons des éléments en béton qui sont distribués sur l'arc atlantique du groupe Legendre et ainsi qu'en Ile-de-France. Donc par exemple, là, on voit derrière nous la façade d'un hôtel en devenir. Exactement. Donc si on parle un peu du process d'un dossier, je dirais chez nous, donc il y a bien entendu une phase chiffrage avec le chantier. Une fois que nous avons l'accord, le dossier passe au niveau du bureau d'études, où nous dessinons chacun des éléments avant la mise en production. Donc le bureau d'études, il se trouve ici avec vos collègues qui travaillent sur plein de logiciels d'architecture de 3D. Exactement, donc ils dessinent tous les éléments en 3 dimensions afin que ça puisse être parfaitement compréhensible pour nos hommes d'atelier qui vont ensuite fabriquer ces éléments. Donc chaque pièce est un peu fabriquée sur mesure finalement. Exactement, aucune pièce ne se ressemble, tout est différent. Et alors après, sur les grands plannings qu'on voit juste à côté, j'imagine que tout ça s'organise pour planifier les hommes, les femmes et le matériel. Exactement, donc c'est-à-dire qu'une fois que les plans sont finalisés, le dossier passe en production. Donc vous pouvez voir au fond ici, je dirais, nos différents calendriers. Donc chaque pièce a une étiquette. Et je dirais que le dossier est ensuite passé à l'atelier par nos responsables de production. C'est ce qui s'appelle avoir un agent d'administre, ça a l'air d'être plutôt bien chargé. Exactement, un atelier de préfabrication marche à flux très tendu. Bon alors justement, on va y aller dans cet atelier de préfabrication juste à côté. À quoi ça sert de préfabriquer à l'avance les éléments ? Alors l'avantage de la préfabrication, dans un premier temps, c'est d'industrialiser le chantier. Puisque je dirais nous sommes dans un monde où on est en perpétuelle recherche de main-d'œuvre et bien entendu on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne bien entendu en délai. Et alors qu'est-ce que vous préfabriquez dans cet atelier justement qui se trouve derrière nous ? Donc dans cet atelier de 5000 m², nous avons 4 espaces différents. Le premier où on fabrique de la prédalle en béton armé, des balcons. C'est les fondations, la dalle. Moi, je suis nul en construction. Non, effectivement. Donc, c'est des éléments de plancher, des éléments structurels qui permettent, je dirais, de gagner du temps. On fabrique aussi donc de la poutre, du balcon, mais aussi ce qu'on appelle nous des gaines, donc c'est-à-dire des murs qui sont mis à des endroits particuliers du chantier où il est compliqué de les réaliser en place. Et toutes les pièces fabriquées ici à Bourg-Barré vont servir à alimenter tous vos chantiers en France ? Alors, comme évoqué tout à l'heure, les pièces qui partent d'ici desservent, on va dire, l'arc atlantique du groupe Legendre et aussi l'Île-de-France. Ah, la classe. Bon, on va continuer à voir comment sont fabriqués justement ces balcons. C'est notre prochaine étape. On va rencontrer aussi les agents de préfabrication. Et puis, vous verrez qu'il y a beaucoup d'offres à pourvoir ici et dans tout le Grand Ouest. On en reparle dans quelques minutes. À toi, Anne Fanté. À tout à l'heure, Evan. Et ce matin, nous, on parle des couvre-feux de l'amour. Pas facile de trouver l'âme sœur quand on est célibataire en ces temps de Covid, comme vous allez le voir en chiffres et en images. Alors, toujours seul ? En ce moment, c'est pas évident. Avec la Covid, c'est pas la joie pour les 10 millions de célibataires français. Difficile de trouver l'âme sœur partant de confinement, de couvre-feu ou de distanciation sociale. Bars et boîtes de nuit fermées, soirées, fêtes et mariages impossibles, les lieux propices aux rencontres ne sont plus que des vieux souvenirs. Le rencard est désormais au supermarché. Et même le travail, qui génère en temps normal plus de 21% des rapprochements amoureux, c'est plus que c'était. 20% des salariés sont en télétravail et les autres sont tous masqués. Qui dit amour dit sensualité et intimité. Or, le virus ne produit que distance et méfiance. Du coup, la rencontre amoureuse évolue, on prend davantage son temps. On embrasse moins le premier soir et on retarde la rencontre charnelle.
Les grands gagnants de la crise sanitaire sont les sites de rencontres, dont la fréquentation s'est envolée, de même que le nombre d'abonnés. Malines, les plateformes poussent au tête-à-tête en vidéo. Une bonne façon de tomber le masque sans risque. Car même par temps de couvre-feu, l'amour couvre toujours. Et on l'espère pour nos 10 millions de célibataires. On en discute ce matin avec Didier Loisil. Vous avez créé des Love Rooms dans un ancien presbytère à Martinez-Ferchaud, mais aussi à Rennes. Sandrine Thépeau, vous êtes coach professionnel, spécialiste des relations amoureuses. Et Lucas Clavel, vous êtes écrivain et vous vous définissez comme théoricien du sentiment amoureux. Et avec vous, Rosen, rien à voir. Rosen Maurice, on parlera de vos projets d'habitat inclusif tout à l'heure à la fin de l'émission. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les conséquences du Covid-19 pèsent sur tout le monde. Nous sommes tous, pour la plupart, cantonnés à des cercles restreints. Est-ce que c'est plus dur d'être célibataire en temps de Covid, Lucas Clavel ? Plus dur, non, je pense pas. Je pense simplement que c'est différent. D'après moi, l'amour, en gros, va s'adapter à chaque fois aux codes sociaux. Les codes sociaux changent à cause des règles de distanciation et c'est juste à nous, en fait, de prendre le temps d'apprivoiser ces codes. Donc, pas plus difficile, juste différent. Sandrine Thépeau, vous partagez l'avis de Lucas Clavel ? Oui, entièrement. Ouais. Entièrement. C'est différent, c'est tout. Et qui sont ces gens qui vous consultent en tant que coach professionnel spécialiste des relations amoureuses ? Eh bien, des personnes comme vous et moi, en couple ou célibataire, des personnes qui ont envie de transformer leur relation amoureuse. Et qui sont passées par des sites de rencontres et qui décident d'aller à une étape supérieure, un coach ? Oui, c'est ça. De toute façon, il faut être prêt pour aller voir un coach. Il ne faut pas s'attendre à avoir quelqu'un qui nous prend par la main et nous dise ce qu'on a à faire. Non, non, là, c'est vraiment un accompagnement pour avoir un coup de pied au cul, quoi, et avancer seul. Alors, vous me disiez aussi en préparant cette interview qu'il y avait des avantages aussi à être célibataire en ces temps de Covid. Qu'est-ce que vous y voyez ? Les avantages, oui, c'est travailler sur soi. Ouais. Parce que souvent, on va sur les sites de rencontres, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, en fait, on prend tout et n'importe quoi. Et on diminue les personnes souvent à des images. Donc là, c'est bien de travailler sur soi, de savoir réellement ce qu'on veut, ce qu'on cherche. En fait, réellement, qui l'on est et ce qu'on a à offrir aussi. Parce qu'on cherche beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a à donner, nous ? Donc, c'est un travail sur soi. C'est du développement. Alors, on va écouter cette première question qui nous vient d'Estelle. Je me pose la question, comment faire des rencontres en 2021, qu'elles soient amoureuses ou amicales, quand on doit sortir masqué, quand on n'a plus accès à l'université, quand je n'ai plus accès au parc à côté de chez moi, il est fermé pour éviter les rassemblements. Quand on n'est pas des adeptes des réseaux sociaux, des applications de rencontres, ça devient très compliqué et très long. Finalement, Lucas Clavel, est-ce que c'est un mythe, cette idée qu'on se rencontrait dans les bars, restos, ciné ? Ah non, pas du tout. Les lieux publics ont toujours été des sortes de ponts, des lieux neutres en fait pour se rencontrer, pour en gros pas se retrouver directement dans l'intimité de l'un ou l'autre, là où l'un ou l'autre a l'avantage. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu un gros bouleversement amoureux. On se retrouve précipité. Maintenant, si on essaie de se rencontrer, on va rapidement se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Donc il y a un équilibre qui est un peu brisé. Après, voilà, encore une fois, l'amour s'adapte constamment au contexte. Donc peut-être que c'est l'occasion pour les gens qui ont un peu plus de mal à sortir, etc., de peut-être renouer avec des vieilles traditions, je sais pas, les lettres, s'envoyer des colis ou ce genre de choses. Il faut faire preuve d'inventivité dans la rencontre, Sandrine Thépeau. Tout à fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Les supermarchés, vous en parliez tout à l'heure. Ouais. On peut se rencontrer au rayon fromage. Je suis désolée, rayon biscotte, c'est possible aussi, quoi. Ouais. En fait, je pense que c'est justement la Covid, en fait, nous permet de déborder de créativité, d'utiliser un petit peu plus son cerveau, droit, pour pouvoir penser à toutes les possibilités qui s'offrent à nous et qu'on n'a pas utilisées jusqu'à maintenant. Depuis quand le cinéma nous permet de discuter, nous permet d'échanger. Bon, voilà, il est fermé. Là, c'est l'occasion. Est-ce que c'est une inquiétude que ressentent les gens qui vous consultent ? Cette idée de se dire, il n'y a pas de bar, pas de resto, pas de salle de ciné, comment je fais pour rencontrer quelqu'un ? Oui, c'est ça. Moi, je ne détiens pas les réponses. Ouais. Elles connaissent elles-mêmes leurs réponses. Donc, elles savent qu'elles ont des capacités plus importantes que les miennes, vu que moi, je ne cherche plus. Et donc, de ce fait, la créativité déborde et les réponses viennent tout de suite. Il paraît que les rencontres promenades ont explosé aussi. Exactement. Ouais. En fait, j'ai reçu un mail dernièrement qui me disait « On ne lâche rien, Sandrine, on a créé une sorte de love randonnée ». C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent tous pour faire des randonnées entre célibataires. Donc, tout est possible. Alors, des love randonnées, on va passer au love room. Alors, cette fois-ci, ça ne s'adresse pas forcément aux personnes célibataires. Alors, vous,
Didier Loisy, vous avez décidé de lancer des Love Rooms en septembre dernier, en plein Covid. La crise sanitaire ne vous a pas découragé ? Non, parce que le projet était né avant la crise sanitaire. D'accord. Et donc, les Love Rooms ne sont pas un lieu de rencontre, par contre. C'est un lieu où les couples viennent pour se retrouver et passer un bon moment. C'est pour apporter un peu de piment, changer de cadre, parce que c'est vrai qu'avec ce Covid, on est un petit peu... on se laisse peut-être un petit peu aller, on a moins envie aussi, peut-être ? Tout à fait. Les couples viennent pour se retrouver et faire l'amour, bien sûr, mais dans une autre ambiance qu'à la maison, chez eux. Parce qu'ils laissent les enfants chez les parents avant de venir chez nous. Ils sont seuls et c'est plus propice à se retrouver. Est-ce que vous avez eu le cas de personnes qui viennent se rencontrer pour leur première rencontre dans votre Love Room ? Non. Oui, exactement, c'est arrivé. D'accord. Oui. Enfin, dans les débuts, quoi. Peut-être pas la première rencontre, mais dans les débuts de leur relation. Et pour quelles occasions les personnes viennent vous voir ? Alors, l'essentiel de notre clientèle, ce sont des demandes en mariage, des rencontres, des anniversaires de rencontres, des anniversaires tout court ou tout simplement pour se retrouver. Alors Lucas Clavel, il y a aussi cette question du charnel, de la sensualité. Dans un contexte où on nous recommande la plupart du temps de ne pas se toucher, est-ce que ça bouleverse aussi les premiers pas dans une histoire ? Oui, après, il y a deux manières de le voir. On peut le voir de manière négative en disant que ça nous empêche d'avoir un contact facile avec l'autre, etc. Parce que du coup, maintenant, avec tous les gestes barrières qu'il y a une sorte de pudeur du corps inconsciente qui s'est mis en place. Et on peut aussi le voir de manière positive et se dire que cela accentue le moment où il va y avoir le passage à l'acte, le premier baiser, le premier effleurement. De toute façon, je pense que l'amour a toujours été une révolte contre la distance et elle lutte toujours contre tout ce qui nous confine. Il n'y a pas de gestes barrières qui peuvent résister aux sentiments amoureux. Une réaction, Sandrine Thépeau, vous êtes d'accord ? Entièrement d'accord. Ça n'arrête personne, en fait. Parce que, ils vous le disent, les gens qui vous suivent Est-ce qu'ils appréhendent ou ils se disent, de toute façon, à un moment donné, je suis amoureux, je ressens des choses, j'y vais, sans me poser de questions ? Oui, je pense qu'ils ne se posent pas de questions, en fait, très sincèrement. Même au premier confinement, on me l'a dit. Je le reçois chez moi, je vais chez lui, je vais chez elle. Enfin voilà, les gens ne cherchent pas midi à 14h, ils ont besoin de ça. Mais bon, ça met quand même une petite distance qui permet de créer ce petit côté... Laisser plus de temps à la séduction ? Mais bien sûr, on en a tous besoin, il ne faut pas l'oublier, même en couple quand même. Donc, alors le test Covid avant le premier baiser, c'est un peu too much, quoi. Oui. Alors ce Covid bouleverse encore beaucoup de choses dans nos rapports amoureux. On va écouter ce témoignage de Camille. Le problème du couvre-feu, du confinement, c'est que pour rencontrer des gens en 2020, ça a été difficile parce qu'on n'avait plus d'espace neutre dans lesquels essayer de se voir en vrai. On était obligé de passer dans des lieux directement intimes, nos chambres, nos appartements, ce qui n'est pas forcément rassurant. Du coup, en plus, le confinement nous a renfermés sur nous-mêmes, alors qu'il fallait entretenir des relations purement digitales, en fait, basées exclusivement sur les messages. Même si on a des appels vidéo, c'est pas la réalité. Au final, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de voir du monde, c'est démotivant, on était toujours à refaire les mêmes schémas et je pense que ça a privé beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, surtout pour les jeunes de 20 ans, alors que c'est l'âge où il faut tout construire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Camille, Lucas Clavel ? Moi, je comprends la difficulté, vraiment. Après, je pense à quelque chose qui peut être un peu le contre-coup de tout ça. Il ne faudrait pas non plus se retrouver dans une situation où, par manque, tout simplement, on se retrouve à se précipiter dans n'importe quelle relation. Toujours peut-être garder un peu de prudence, même si c'est pas vraiment évident. L'amour est une question de rythme, et le rythme a été complètement bouleversé. Du coup, ça, comme je l'ai dit, ça remet en cause tous les codes, etc. Je pense qu'il faut se laisser du temps, le temps de comprendre cette situation et comment les rapports fonctionnent. Ça fait qu'un an, ça semble long pour lorsqu'on est seul, c'est long 1 an, mais à l'échelle de l'adaptation de l'amour, c'est rien du tout. C'est vrai que le Covid peut être une excuse aussi pour les célibataires qui disent j'arrive pas à trouver l'amour. Faut pas rentrer dans ces schémas-là, Sandrine Thépeau ? En fait, c'est une excuse. C'est une excuse, quoi. C'est tout. Je pense que celui qui n'a pas envie de travailler sur lui, très sincèrement, va trouver toutes les excuses du monde, quoi. Aujourd'hui, non. Je pense que c'est même une chance qu'on a de revoir plein de choses qu'on nous a appris ou qu'on a suivies, que ce soit par la société ou par notre environnement. À quoi vous pensez, par exemple ?
Rien en particulier, mais enfin, je veux dire, on est toujours, comment dire, influencé en fait par notre entourage. On nous a toujours dit qu'il fallait que, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. On peut créer sa propre histoire à sa façon, et même s'il y a le Covid, bien au contraire, ça nous permet, je le disais tout à l'heure, hein, une belle remise en question, et puis un bel avancement, une belle transformation, pour ensuite créer de vraies relations. Et c'est aussi peut-être le moment de lâcher prise, c'est ça aussi? Ah, mais le lâcher prise, oui, tout à fait, entre autres. Tout à fait. Alors le lâcher prise, on peut aussi le faire dans les Love Rooms, mais pourquoi vous avez lancé un tel concept, Didier Loisel? Eh bien, écoutez, j'ai découvert ce concept avec ma compagne il y a quelques années, parce que c'est un phénomène, les Love Rooms, qui nous vient du Japon. D'accord, ça date de quand à peu près, ce phénomène? C'est arrivé en France il y a 3 ans environ. D'accord. Voilà, et le concept m'a beaucoup plu. Par contre, nous, on a voulu s'orienter vers des love rooms grand standing. D'accord. Pourquoi? Voilà. Parce que vous trouviez que c'était un peu cheap, ce que vous aviez, vous, déjà essayé avec votre femme? Exactement. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que vous apportez de plus, alors? Eh bien, du confort, de la superficie, de la déco. Et puis, cette bâtisse qui est magnifique, c'est un plus. Alors j'imagine que vous discutez un petit peu avec vos clients avant qu'ils arrivent et après, avant leur départ, disons. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport... On parle beaucoup d'amour confiné. L'amour confiné, c'est vrai que c'est pas facile quand on est en couple aussi, ce Covid. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients? Alors bien sûr, nous accueillons tous nos clients. Et c'est très agréable de discuter. C'est le moment le plus agréable d'ailleurs, la discussion avec les couples. Et effectivement, ils ne sont pas très loquaces lorsqu'ils arrivent. Mais lors du départ, puisqu'on fait la sortie aussi avec eux, alors là, ils se lâchent un petit peu plus. Alors qu'est-ce que vous avez entendu de croustillant? Allez-nous-en un petit peu. L'utilisation des accessoires érotiques. D'accord, ok. Voilà, et ils sont tous ravis d'avoir passé un excellent moment sans les enfants dans un endroit particulier. D'accord. Lucas Clavel, sur cette question de l'amour confiné, qu'est-ce qui se joue finalement dans un couple en ce contexte sanitaire? À quoi faut-il être vigilant? Encore une fois, je pense que ça ne change pas tellement d'habitude. C'est peut-être au contraire une accentuation de ce qu'il y a d'habitude, tout simplement. Je pense qu'il faut faire comme d'habitude, c'est-à-dire avec sincérité, communiquer, respecter l'espace de l'autre, laisser respirer l'autre pour du coup conserver et renouveler la passion. Je pense que c'est même une bonne occasion, il faut toujours essayer de voir un peu le côté positif de la situation, c'est une bonne occasion d'apprendre à se connaître, peut-être apprendre à se retrouver tout seul et à vivre ensemble. Sandrine Thépeau, au fond, qu'est-ce que change le Covid sur nos rapports amoureux? Si vous aviez peut-être une petite analyse sur cette question. Je dirais un travail sur soi, en fait, qu'on soit en couple ou pas. En fait, hein. C'est ce que je prône depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que je vois au quotidien. Et surtout pour les couples, parce que quand ils se retrouvent confinés, bloqués plus tôt, on ne fait plus rien le soir. La communication, hein, on vient d'en parler, c'est juste l'essentiel et on a tendance à l'oublier. Alors j'avais lu ce chiffre, le nombre de naissances et de mariages est le plus faible jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Lucas Clavel? C'est un bon signe, plutôt un mauvais signe? Un bon signe, je ne sais pas. Non, c'est simplement, c'est un fait, c'est une réalité. Forcément, on a d'autres préoccupations. On a peur, tout simplement. Je pense que beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens se retrouvent seuls. On a moins envie de fréquenter les gens, on a moins envie de prendre le risque. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette philosophie de la vie de se dire qu'à partir du moment où on essaie de créer une famille, c'est pour offrir un avenir sûr à nos enfants. Et dans ce contexte actuel, faire grandir un enfant, je peux comprendre que ce soit angoissant. Et nous, on va finir avec... c'est bientôt la Saint-Valentin? Les Love Rooms, les réservations sont pleines, c'est plus possible de venir dans vos Love Rooms? Bien évidemment que c'est le moment phare de l'année. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut encore réserver une Love Room? Oui, celle de Rennes est encore disponible puisque nous venons de faire l'ouverture cette semaine. Ok, je crois qu'en régie, il y en a qui seront intéressés. Merci à tous de nous avoir apporté vos éclairages ce matin. En tout cas, nous ici sur le plateau, on vous envoie de l'amour à foison. Hein. Et ce n'est pas Evan qui vous dira le contraire. Allez, on part le retrouver en duplex de Bourg-Barré. Plein de cœur sur toi, Evan. C'est gentil, Anne Fanté, merci beaucoup. Alors moi, je joue ici au chef de chantier.
puisqu'ici, à Bourg-Barré, dans l'atelier de préfabrication du groupe Legendre, eh bien, on est en train de préparer cette façade d'un futur hôtel à Bordeaux. Tu me connais, moi, ça y est, je suis à fond, j'ai mon casque, je gère. Bon, non, pas trop. Celui qui gère vraiment, c'est Philippe. Et Philippe, il nous attend. On va aller le rencontrer. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes le chef de l'atelier ici. Ça consiste en quoi, votre métier? Eh bien, ici, moi, je suis responsable de la production. Mon boulot, c'est de maintenir les plannings par mon responsable planning. Et aujourd'hui, on réalise des chantiers un peu spécifiques, tels qu'un hôtel que l'on réalise sur Bordeaux. Et pour vous présenter notre métier, il consiste à mettre en place des armatures. Ah oui, alors voilà, on va commencer à décortiquer un peu l'anatomie d'une façade en béton. Donc ça commence par du métal, comme ça, des tiges filetées. Oui, c'est ça. En fait, le béton, c'est du béton armé. Qui dit béton armé dit armature. Qui dit armature, ce sont des aciers. Sans quoi notre béton n'a aucune résistance. Et alors ça, me dites pas que c'est pas du métal, c'est tous les jeux? Non, ce sont des éléments, c'est du styrodure, ce sont des matériaux qui nous permettent de réaliser des inserts, ce qu'on appelle des inserts, des coffrages pour étancher et donner des réservations pour la pose de chantier. Une fois qu'on a mis ça à l'intérieur, vous allez faire un coffrage. Alors attendez, on va se mettre là comme ça, on va pouvoir le montrer. Alors ici, on a la partie coffrage. Donc ce sont des moules la particularité de ces moules, il faut qu'ils soient étanches pour éviter que toute laitance et fuite ne se fasse, sinon le résultat n'est pas ce que l'on attend. Alors je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais dans la grosse bonbonne jaune là-bas, c'est du béton qui arrive directement de la salle d'à côté. Venez avec moi Philippe, on va approcher un peu plus loin pour voir le produit fini, une fois que le béton a été coulé. Eh bien ça donne ça, expliquez-nous. Et oui, ça donne ça. Donc là, on revoit les armatures, donc on a parlé tout de suite. On revoit en fait les parties des inserts qui nous a permis justement à réaliser ces réservations, qui nous permettent de maintenir ces aciers apparents. Et sur la partie chantier, donc là, ils auront leur rôle important puisqu'il y a une zone, ce qu'on appelle la zone de clavetage, pour que tout ça soit assemblé et puis que ça puisse tenir. D'où l'importance d'avoir ces aciers apparents. Ça marche. En tout cas, c'est encore tout chaud. Merci beaucoup, Philippe. On n'a plus beaucoup le temps, donc merci. Je vous laisse retourner à vos occupations. Rapidement, on va retrouver Franck, qui est le gestionnaire RH ici. Bonjour, Franck. Bonjour, enchanté. De même. Alors, je le dis depuis tout à l'heure, vous recrutez ici, et notamment des agents de préfabrication. Alors exactement, on recrute différents métiers, donc des agents de préfabrication, des agents de parc et des chefs d'équipe. On diffuse les annonces tout d'abord en interne afin de proposer des parcours de carrière à nos collaborateurs. Et le but après, c'est de aussi monter en compétences. Exactement. Et de peut-être devenir chef d'atelier comme Philippe. Exactement. Alors, la chance d'être dans un grand groupe, c'est que la complémentarité des métiers permet de proposer des évolutions de carrière. Donc un agent de préfabrication aujourd'hui peut devenir chef d'équipe au sein de l'atelier ou chef d'équipe sur chantier. Voilà. Bon, on va continuer à en parler dans quelques instants. On va maintenant passer au coulage du béton. Le moment à ne pas rater. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et c'est l'heure de notre volet emploi. Chaque jour, on vous présente les secteurs qui recrutent. Si vous aimez conduire, si vous aimez être solitaire, le métier de chauffeur poids lourd est fait pour vous et ce n'est pas un métier uniquement réservé aux hommes. Regardez. Salut. Je m'appelle Olympe Athénaïs Durier, je viens d'avoir 26 ans et je suis conductrice poids lourd en benne. J'ai fait un bac en compta. Au bout d'un an, ça me plaisait plus. Je me suis dit, la compta, c'est pas pour moi. J'avais pas envie d'être enfermée. Vu que j'étais passionnée de camion depuis mes 15 ans, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et puis voilà, donc ça fait 1 an et demi maintenant, je suis conductrice. Je vérifie mes pneus, s'il n'y a pas de crevaison, pas de déchirure. Le matin, je pars à l'heure que je veux. C'est moi qui décide selon combien de temps je vais mettre pour arriver chez le client, à quelle heure il ouvre. Nous, maximum, on peut faire des journées de 15 heures, mais on peut en faire que 11 ou que 12, ça dépend. Là, ce matin, on charge des betteraves. Je
suis conductrice poids lourd en benne. Donc je fais tout ce qui est transport de vrac, blé, orge, colza. Et on va aussi en carrière, donc tout ce qui est cailloux, sable. Salut Patrick, salut Florent, salut bisous. Vu que c'était plutôt un métier d'homme, moi au début ça a été un peu compliqué. Toutes les semaines je me disais bon c'est peut-être pas fait pour moi, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci. Et puis ils ont tous été là en me disant que même eux, ça a été compliqué pour eux. Donc que ça soit un homme ou une femme, au début c'est normal, c'est un métier un peu compliqué. Je me suis dit, si ça te passionne, si t'es motivé, tu peux y arriver. Là, c'est mon poste de travail. Ici, vous avez mon lit. Et puis après, voilà, quoi, tous les rangements, c'est un peu notre deuxième maison. Toujours, je me dis, heureusement que j'ai fait ça, j'ai la chance de pouvoir faire ce métier-là, d'aimer ce que je fais. On est tout seul, donc on est un peu libre de faire ce qu'on veut. C'est le portrait d'Olympe, conductrice de poids lourd. Toutes les infos sur les formations et les offres d'emploi en Bretagne, c'est avec vous, Catherine Chaffard. Bonjour Catherine. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Lorient. Alors l'activité d'un conducteur ou d'une conductrice de poids lourd varie selon plusieurs éléments. Hein. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, l'activité peut varier déjà selon le type d'entreprise, selon que ce soit des entreprises du bâtiment, des entreprises, des collectivités. On peut faire aussi du local, du régional, du national ou de l'international qui vont entraîner des débouchés. Donc c'est vraiment un métier varié où chacun peut trouver sa voie. Chaussure à son pied, comme on dit. Et il ne suffit pas seulement d'avoir son permis C pour exercer le métier. Il existe des formations aussi. Tout à fait. Alors les incontournables, c'est le permis C, plus la FIMO, qui est la formation initiale minimum obligatoire, ainsi que la carte qualification conducteur. Après, les formations vont du CAP conducteur routier jusqu'au bac pro exploitation des transports. Et quelles sont les offres d'emploi à pourvoir en Bretagne, Catherine ? Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un secteur qui roule très bien, où il est facile de trouver un emploi, puisqu'aujourd'hui, il y avait 596 offres disponibles sur toute la Bretagne. Sachant qu'en ce moment, on a un événement qui est le Supply Chain, qui se déroule jusqu'au 14 février, qui est le rendez-vous des métiers de l'emploi dans la logistique et le transport dans le Grand Ouest, avec plus de 90 événements organisés, dont un salon en ligne du 8 au 12 février, qui va permettre de trouver facilement. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions. À bientôt. On quitte les autoroutes pour braquer nos projecteurs sur votre initiative. Rosanne Maurice, vous êtes la présidente de l'association Famille Solidaire de Bretagne. Vous avez lancé un projet d'habitat inclusif, dispositif qui permet à des personnes vulnérables d'être en colocation. Et cette idée, elle a germé parce que vous étiez directement concernée par le sujet. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, je suis la maman de Gaël, qui avait à l'époque 23 ans, qui était accompagnée donc, dans un établissement spécialisé pour adultes. Mais on a essayé en fait, de créer pour lui un projet qui prenne à la fois en compte ses besoins en soins, effectivement, mais également un projet qui puisse lui permettre de vivre le plus possible avec et comme les autres. C'est quoi l'idée de cette colocation ? Alors, expliquez-nous comment ça marche. Alors, en fait, c'est une colocation. Alors, on appelle habitat inclusif, en fait, parce que la loi Elan est venue donner cette définition de l'habitat inclusif pour les personnes vulnérables, que ce soit par l'âge, la maladie ou le handicap. Donc là, effectivement, on a, avec 3 autres familles, en fait, on a cherché une maison à louer dans le parc locatif privé. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont dans une maison au sein d'un lotissement. C'est une maison qui ne se démarque absolument pas d'une autre maison. Ils sont parfaitement intégrés dans le voisinage. Alors, bien entendu, pour cette colocation, les locataires ont des besoins importants en termes d'accompagnement, puisqu'en fait, on a de l'autisme sévère, de l'épilepsie sévère et pharmacorésistante. Donc, il y a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Justement, vous m'aviez dit qu'ils ont fédéré chacun leurs aides pour que 24 heures sur 24, quelqu'un soit là. En tout cas, pour les accompagner dans leur colocation. Tout à fait. Dans le champ du handicap, donc, il y a ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap sur le volet aide humaine. Donc, le volet aide humaine, ça concerne effectivement l'accompagnement professionnel qui vient quelque part compenser la perte, le niveau d'autonomie, en fait, pour pouvoir vivre. Et donc, ils ont mutualisé, mis en commun donc l'ensemble de leurs droits pour pouvoir avoir un accompagnement qualitatif 24 heures sur 24. Et comment ça se passe la colocation ? Parce qu'on sait que parfois c'est pas simple déjà
Alors, ils sont vraiment accompagnés. En fait, on a également, avec l'habitat inclusif, est arrivé un nouveau métier, l'animation de la vie sociale et partagée. Et avec l'ARS Bretagne, en fait, on a été retenu, en fait, notre projet a été retenu pour pouvoir bénéficier d'un financement sur ce poste. Et on a donc une animatrice de vie sociale et partagée qui vient aussi soutenir l'équipe de proximité pour apporter toute une régulation aussi, l'animation. Mais ça se passe très, très bien. En fait. Et derrière ce projet, c'est aussi l'idée de changer de regard sur les personnes vulnérables, leur laisser aussi le choix de choisir une colocation, de vivre seul ou d'aller en institution. Tout à fait. L'habitat inclusif, en fait, justement, c'est aujourd'hui une alternative au tout domicile et à l'institution. C'est une troisième voie, en fait, dans l'accompagnement en fait, des personnes vulnérables. Et effectivement, l'objectif est de permettre à ces personnes de pouvoir vivre le plus possible avec et comme les autres. Et donc, effectivement, de permettre aussi à la société de changer de regard sur les personnes vulnérables, puisqu'elles viennent vivre avec nous, en fait, aujourd'hui. Et ces initiatives, elles fonctionnent aussi parce qu'il y a des propriétaires qui acceptent de jouer le jeu. Tout à fait. Donc là, déjà sur la première colocation, on a effectivement la propriétaire de la maison qui a favorisé notre projet parce qu'elle le trouvait super sympa. Et dernièrement, donc, on a eu un propriétaire à proximité en fait de la coloc actuelle qui de fait connaissait notre projet et qui part vivre à l'étranger, qui nous a proposé sa maison en location pour faire une coloc. Donc là, ce sont 3 colocataires beaucoup plus autonomes en fait qui vont intégrer la maison à partir du 1er avril. Et j'imagine que votre porte reste ouverte pour d'autres volontaires qui sont propriétaires. C'est le moment de lancer un appel. Tout à fait. Et j'ai eu un appel dernièrement là d'un propriétaire effectivement un peu plus en milieu rural. Parce que l'intérêt aussi, c'est d'éviter que on recrée du tout campagne pour des personnes. Il faut qu'il y ait un maximum de services à proximité. Mais là, c'est un peu plus en zone rurale, donc ça pourra concerner peut-être des personnes âgées en perte d'autonomie. Et pour ceux qui souhaitent porter un projet comme le vôtre, vous proposez également des formations. C'est ça ? Alors, Famille Solidaire Bretagne est une association territoriale en fait d'un groupe associatif qui s'appelle Famille Solidaire et qui a eu un agrément d'organisme formation autour de l'habitat inclusif, donc spécialisé sur l'habitat inclusif. C'est le premier organisme français à avoir. Et s'il y a des familles aussi qui souhaitent imaginer une colocation, l'idée c'est qu'ils vous appellent et que vous créez un groupe pour peut-être trouver par la suite un domicile, c'est ça Tout à fait. En fait, on ne construit pas un logement pour y mettre des personnes. On part avec un groupe de personnes pour pouvoir justement construire avec eux un projet, en fait. Sur un territoire qui les intéresse en fait. Merci beaucoup Rosane Maurice pour votre témoignage. On vous souhaite encore d'autres habitats inclusifs. Et pour celles et ceux qui souhaitent aussi... j'ai oublié une petite adresse. Pour ceux qui souhaitent vous contacter, rendez-vous à l'adresse ostavi.com. Et vous aussi, sachez que depuis chez vous, vous pouvez monter des colocations solidaires. Voyez comment ça marche. Tu déménages ? Oui, je vais vivre en colocation solidaire. Vous avez envie d'aider d'anciens sans-abri à se réinsérer ? Engagez-vous en partageant avec eux votre lieu de vie. Une colocation solidaire permet à des gens d'âge, d'origine, de culture et de parcours bien différents de vivre ensemble. En facilitant la rencontre, en créant des relations amicales, vous aidez au quotidien ces personnes à se remettre sur pied. Quelques associations telles que l'APA, l'Association pour l'Amitié, ou Lazare proposent ce dispositif. François est en colocation solidaire avec 6 autres personnes depuis 4 mois. Ce qui m'appelait le plus dans cette association et dans la vie en coloc, c'est par exemple les repas qui permettent à chacun, avec ses talents et ses discussions et son passé, son âge, et bien de vivre ensemble, de vivre avec. Ce qui m'a fait venir à Lazare, c'est que à Dublin, suite à un défaut de paiement par mon employeur pendant le mois d'octobre, eh bien j'ai été obligé de trouver une tente pour dormir et j'ai été accueilli par des SDF dublinois, et ce qui m'a vraiment permis de comprendre la solidarité dans ce milieu. Et donc j'ai voulu être de mon côté solidaire et être cet entourage pour d'autres personnes. Vous aussi faites l'expérience de la colocation solidaire, une coloc qui a du sens. Vous savez tout sur les colocations solidaires. À vous de jouer maintenant. Il est temps d'aller retrouver Evan. Evan qui nous attend ce matin à Bourg-Barré. C'est à toi, Evan.
Ah, c'est le moment que j'attendais depuis tout à l'heure, le coulage du béton. Et c'est avec vous, Alban. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer derrière nous. On va peut-être même s'approcher. On s'approchera après. Expliquez-nous avant. Alors là, on est en train de couler une poutre en béton préfabriqué. Donc c'est une poutre qui va aller sur des façades d'un chantier qui est en construction là, à la gare de Rennes. D'accord. Et donc vous... Alors maintenant, on va pouvoir s'approcher, maintenant qu'on a vu ça. Vous coulez le béton qui est fabriqué juste à côté dans un moule qui, lui, n'est pas en béton. Alors oui, non, là, c'est un moule métallique et toutes les incorporations à l'intérieur, c'est que du coffrage bois à l'intérieur. Donc c'est un coffrage mixte. Et le béton, ici, tombe du ciel, en fait. C'est ça. C'est pas la pluie, c'est du béton. Quand on voit ce genre d'armature, on voit du bois, on voit du béton, on voit du métal. Ça veut dire que quand on travaille ici, il faut aussi connaître un petit peu dans tous ces matériaux. Disons qu'en fin de compte, notre métier, il n'y a pas de parcours type pour exercer notre métier. Mais par contre, on fait appel à différents corps de métier, aussi bien des menuisiers, des métalliers, des gens qui viennent du béton, du gros œuvre. Ouais. Donc c'est vraiment un domaine varié. J'imagine qu'on peut se former sur place. On se dirige un petit peu par là-bas, ça c'est le rendu final, c'est ça? Oui, alors ça c'est... Donc là, on a vu la poutre en coulage, et là c'est l'élément fini, prêt à être posé sur le chantier. Là, il est tel qu'il va être livré sur le chantier. Vous vous ennuyez jamais en fait, c'est toujours des pièces un peu sur mesure? C'est toujours des pièces sur mesure, après les principes restent plus ou moins les mêmes. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'on fasse 2 pièces identiques. Vous avez une idée du nombre de pièces qui est réalisé là, en un an ici? Alors après, ça dépend des effectifs. Hein. C'est vrai que et puis de la complexité des pièces. Mais c'est plusieurs milliers. C'est plusieurs milliers. Alors après, pour avoir une ordre d'idée sur ce chantier-là, donc ces pièces vont aller sur un chantier à la gare de Rennes. Il y a 3 bâtiments à monter, c'est 2500 pièces. Ah oui. Ça va occuper une équipe d'à peu près 10 personnes pendant un an. Ok, merci pour ces infos, Alban. Et justement, les équipes, toutes les équipes ici ont besoin de renforts. Alors on va en parler avec Franck qu'on retrouve. Salut Franck. Ici, vous recrutez, on a vu tout à l'heure, des agents de préfabrication, d'autres secteurs et aussi des apprentis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Des apprentis, oui. Alors on mène une politique volontariste auprès des jeunes, donc par des stages ou de l'alternance. Donc des CAP, BP maçon, des formations qui se font en 1 an ou 2 ans en fonction du parcours des jeunes. Ou des personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et alors ici, moi j'ai vu beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes, j'imagine. Oui, nous avons la chance d'avoir Amandine, donc une jeune femme qui est arrivée en CAP en 1 an, et on a eu la chance de la recruter en CDI depuis septembre. Donc vous recrutez aussi bien des hommes que des femmes? Aussi bien des hommes que des femmes. Et il y a des postes à pourvoir, pas uniquement à Bourg-Barré? Alors pas que à Bourg-Barré, donc au sein de toute la Bretagne. Pour Bourg-Barré, du coup, on recherche 2 à 3 jeunes. Et puis sur la Bretagne, plus largement, une dizaine d'apprentis. Comment on fait pour postuler? Apprenti ou CDI d'ailleurs? Apprenti, CDI ou stage. Je vous invite du coup à candidater directement sur le site du groupe, donc www.groupe-legendre.com. Et ben voilà, le message est passé. Moi aussi, je sens qu'on est en train d'essayer de me débaucher ici. On va négocier ça après, je suis pas sûr d'être très compétent. Allez, à très vite, salut. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Retrouvez dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à bientôt. Hey, hey.